J'y comprends rien. Il y a un monsieur qui a été ministre de la République, et pas n'importe lequel, qui s'est battu pour ce pays-là. Chacun se souvient de ce qu'il a fait pour récupérer Bakassi, que les Nigérians étaient en train de récupérer. Qui un jour est opposant. D'un coup, il est devenu le diable. Mais puisque j'en parle, on va dire, tiens, il défend son frère Bamileke, Maurice Kamto, que je suis kamtiste. Donc, je n'ai plus le droit d'en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde qu'on soit en train de débattre de la candidature d'un homme qui a déjà été candidat par ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on soit toujours dans des trucs loufoques? J'ai écouté distraitement les débats à la télévision avec des grands professeurs de droit et on s'est dit, si c'est ça les professeurs de droit, on ferait mieux de garder nos enfants à la maison. La vérité, elle est simple. Jules, sans être kamtiste ou anti-kamtiste ou ce qu'on veut, qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas en train d'aller aux élections avec un candidat de l'opposition qui a déjà été candidat et qui n'a pas été si mauvais que cela? Et puis, le président de la République, si on veut, et ça se joue sur le terrain. Moi, si je parle de ça aujourd'hui, c'est que moi, ma plus grande crainte, c'est les morts et les arrestations qu'il va y avoir. On pourrait en faire l'économie. On pourrait en faire l'économie. Et personne ne se soucie de ça. Or, je n'ai jamais vu dans ces morts dans la rue les enfants des ministres ou les enfants des autres. C'est toujours ceux qui, à côté, sont ceux qu'on envoie comme chair à canon. La vérité aujourd'hui, c'est que pour moi, si on me demande mon avis, mais je suis rien, hein. Je le dis tout de suite à ceux qui vont commencer à s'agiter, je ne suis pas grand-chose, et je ne représente rien, et je n'ai même pas le droit de voter dans ce pays-là. Mais la vérité, c'est que laissons que tout le monde aille aux élections, que tout le monde aille aux élections, et puis on va avoir les résultats. Il y a déjà été, le pays n'a pas brûlé. Laissons-le aller aux élections, tout simplement, comme d'autres. Cabral Libi, je ne sais pas si mon ami Joshua Ozi, que toutes ces personnes aillent aux élections, et puis ça se joue là-bas. Arrêtons avec ce faux juridisme. Nous utilisons des textes qui ne sont même pas les nôtres, dont nous avons hérité, qui ne correspondent pas à une réalité de chez nous. Et ça, c'est notre débat de toujours. Bien sûr. Et nous en devenons les gardiens. C'est devenu un dogme où on ne se définit que par rapport à la connaissance qu'on a de ces documents, ces gros documents qui nous concernent finalement. Alors, Alain, tu as posé un problème qui, moi, m'interpelle à chaque fois, la crainte des morts. Dès qu'on parle d'élections en Afrique. On sait bien que dans nos pays, et pas que dans nos pays, on utilise le droit à des fins très très politiques, et ça arrive très régulièrement, c'est même généralement la pratique. Alors, tu me donnes là une transition parfaite, inespérée même, parce que question de droit et de juridisme, il en est pleinement question aujourd'hui dans un pays que tu ne connais que trop bien, c'est le Cameroun. Et comme tu le sais, Alain, il y a quelque chose qui revient. Alain Foka, il parle de tous les pays, il parle de la Côte d'Ivoire, il parle du Centrafrique, il parle du Sénégal, mais il parle très peu, moi je préfère dire très peu du Cameroun. Je reviens avec cette question, ça fait un peu plus d'1 an qu'on avait déjà eu une interview. Est-ce que entre-temps les choses ont changé ou est-ce que tu parles toujours aussi très peu du Cameroun? J'ai envie de parler du Cameroun. J'ai envie de parler du Cameroun, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme la Suisse. On ne parle pas du Cameroun. Est-ce que tu as fait un peu le monitoring sur les médias internationaux, hein, pas le mien, internationaux, du nombre de fois où les médias internationaux parlent du Cameroun? C'est très peu, très rare. Hein? On me fait ce procès parce que je suis Camerounais d'abord, donc je devrais en parler un peu plus. Visiblement, je n'en parle pas assez. Et dans cette même tribune, qui est la tienne, j'avais déjà donné mon point de vue, chacun sait très bien ce que je pense du régime en place. Après 43 ans, on ne peut pas être efficace, je ne crois pas. Et chacun voit le résultat, ce n'est un secret pour personne, et ceux qui me suivent savent que je l'ai toujours dit. Mais maintenant, le procès que l'on me fait de ne pas parler de ça, j'aimerais, pour ceux qui sont... Oui, parce qu'Alain fait beaucoup de chroniques. C'est les autres maîtres. Peut-être que je suis mauvais là-dessus, finalement. Peut-être que je suis mauvais là-dessus, c'est fort possible. Que ceux qui me font le reproche le fassent à ma place, j'apprécierais. Mais dans des Ivoiriens, il te des répondra, des Maliens, etc. il te répondra, ils ne sont pas Alain Foka. Bon, parce qu'on sait qu'il y a Alain Foka. Mission par eux. Non, c'est pas une affaire d'être mis en mission, mais tu as un aura aujourd'hui, tu as un poids, tu as une voix, et une chose qui est dite par Alain Foka n'est pas la même
n'a pas le même impact que dite par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on veut que je dise d'autre que je n'ai déjà dit? En plus, le plus dur, Jules, tu es Camerounais, fais donc parler un ministre camerounais. Essaye pour voir. Ils ont choisi une technique qui est de ne pas parler. D'accord? Ailleurs, tu as des ministres qui parlent, tu as une communication. Je ne sais pas où est la communication camerounaise. Et ça marche. Parce que du coup, tu n'as pas d'interlocuteur pour contrer les arguments. C'est-à-dire, si tu parles du Cameroun, sur ton plateau, tu n'auras que ceux qui sont de l'opposition. Ensuite, il y a une chose qui est fabuleuse dans le cas du Cameroun, c'est que tu ne sais pas qui est opposant et qui est au pouvoir. À part le principal opposant qui est Maurice Kamto, un coup, tu vois, dès que tu as dit du bien de Kamto, les mêmes te tapent dessus, et le lendemain, ils sont dans l'opposition. Bref, je m'y perds un peu dans ce marigot qui est un peu un cas d'école. J'aimerais bien comprendre. C'est-à-dire que le jour où je dis du bien de Kamto, on va me trouver une tribu. Ils sont de la même tribu. Le jour où je ne dis rien, ceux de Kamto vont dire il est avec les autres. Donc de toute façon, tu prends les coups, quel que soit ce que tu fais. C'est une histoire un peu complexe. Et elle est complexe aussi parce que je suis camerounais, c'est-à-dire que si je ne serais pas camerounais, je dirais quelque chose que ça n'aurait pas la même connotation. Mais ce qui me surprend, et là je vais parler de ma manière de voir ce pays-là, ce qui me surprend dans ce pays, c'est qu'il y a des gens qui ont confisqué le pouvoir en utilisant des arguments complètement loufoques, des arguments complètement dépassés. La tribu. Telle est de telle tribu dont forcément il est contre le régime. Telle est de telle tribu dont forcément il est pour le régime. Dans un pays où il y a 67% de métissage, 67% des Camerounais sont d'une tribu ou d'une autre, bref, mélangés. Mais il y a une petite minorité qui a réussi à faire croire que c'est une histoire de tribu. C'est pour ça que j'ai dit, on ne fera pas une guerre tribale au Cameroun. Pour la simple et bonne raison que si tu veux faire la guerre, dans ta propre famille, tu as toutes les tribus possibles. Et je n'arrive pas à comprendre que les Camerounais ne se soient pas réveillés pour dire, bon, on arrête la supercherie, ce n'est pas une histoire de tribu, il n'y a pas de bons dans une tribu et de mauvais dans l'autre. Des idiots, on les trouve dans toutes les tribus, comme des compétences, effectivement. Comme des compétences, et qu'on en soit encore là où des gens classent en fonction des tribus. Ceux-là, c'est des mauvais, ceux-là, c'est des commerçants, ceux-là, c'est des grandes gueules, ceux-là, c'est des voleurs, etc., etc. Ça ne se présente pas comme ça. Et le débat, il est faussé. Moi, j'attends des Camerounais qu'à un moment donné, ils se disent, bon, allez, on arrête avec cette histoire de tribus et parlons de bilan, parlons de projet. Je n'entends pas de projet. Je n'entends pas de bilan. Il y a beaucoup plus de bruit au Cameroun. Il y a du bruit en réalité. Mais il n'y a pas la place pour parler de quelque chose de construit. Et ce qui est spectaculaire, c'est que c'est l'un des pays, sinon le pays qui a le plus de ressources humaines, des gens qui sont des diplômés, etc., etc. Mais à aucun moment tu ne vois des gens se dire, bon, on va arrêter avec le grand mensonge, on va arrêter avec cette supercherie pour parler des choses réelles. Quand tu écoutes les gens parler dans ce pays-là, tu as l'impression qu'il y a 2 camps, ou maxi 3, alors qu'il n'y a pas de camp tribal. C'est pas possible. Quand tu écoutes les noms, Jules, au Cameroun, on va te dire, les grandes familles, Kadji, c'est les Bamileke. Je prends juste la famille Kadji, qui est l'une des plus grandes fortunes du Cameroun. Quand tu fais un reportage sur la famille Kadji, il y a même moins de Bamileke que des autres tribus. Parce que les enfants se sont mélangés. Parce que tout le monde s'est mélangé. Mais dès que tu dis le mot Kadji, Bamileke. Et c'est dans toutes les tribus. Tu vas chez les Bassa, tu trouves les Bamileke, tu trouves les Bétis, tu trouves, etc. Quand tu poses la question, tu te dis, mais une fois qu'on est mélangé tel qu'on est, qu'est-ce qui empêche aux gens d'ouvrir les yeux pour dire, notre problème n'est pas un problème tribal, c'est un problème de gouvernance. Et la gouvernance, elle est mauvaise, ce n'est un secret pour personne. Je me rappelle, je ne sais pas qui avait dit ça, qui disait il y a 2 tribus au Cameroun, en fait. La tribu de ceux qui mangent et celle de ceux qui ne mangent pas. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est la vérité. Je vais dire, Jules, dans ce pays, quand vous allez dans la zone du président de la République, en pays Béti, là-bas, il n'y a pas plus d'écoles qu'à l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke. On ne coupe pas moins l'électricité là-bas que dans la zone Bamileke. Il n'y a pas plus de routes là-bas. Quand vous allez dans les écoles, les autres ont conçu des écoles privées. Ceux qui sont à la table de la mangeoire, les ministres et compagnie, n'ont pas construit d'école dans leur village. Pourtant, dans leur village, on les supporte, alors qu'ils devraient être dénoncés dans leur village.
Donc c'est pas une histoire tribale, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que les gens se réveillent en disant c'est quoi l'avenir? Et quand vous aimez vos enfants, vous leur cédez pas un tel avenir. Alors, on s'est focalisé sur les tribus et sur une personne, etc. Quand on parle de tribus, le premier de ce pays est d'une tribu. Son second, en cas de vacance du pouvoir, est d'une tribu, d'une autre tribu. Le président Biya est Béti, le président du Sénat est Bamileke. Le troisième, le président de l'Assemblée nationale est du Nord. Donc ce n'est pas une question tribale, si je vois bien. Ok? Le Premier ministre est anglophone. Donc la répartition n'est pas là. Ça n'a rien à voir avec la tribu. C'est ça qui m'agace et qui fait que je n'ai pas trop envie de parler de ça parce qu'on est dans l'irrationnel complet. Puisque quand tu regardes, à la vérité, tout le monde est là. C'est la gouvernance qui est mauvaise. Mais pour cacher cette mauvaise gouvernance, chacun s'est réfugié derrière une tribu. Tu as des ministres, leur seul fonds de commerce, c'est de dire qu'ils défendent une tribu. Tribu qu'ils ne servent pas en réalité. Parce que si vous allez dans leur village, pour aller là-bas, il n'y a que la route qui va dans sa villa, le village. Mais à côté, il n'y a rien. C'est la misère. C'est la misère. Alors, je voudrais quand même, parce qu'on a parlé d'exclusion tout à l'heure, revenir aussi sur une potentielle exclusion au Cameroun du principal opposant, notamment le professeur Maurice Kamto. Comme tu as dit de suivre, il y a un gros débat aujourd'hui sur l'éventualité de sa candidature portée par son mouvement, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et on a vu tous les experts de droit sortir pour essayer d'expliquer. Grands experts qu'on voit à la télévision tous les jours. Justement. Alors, comment est-ce que tu regardes ça sans entrer dans le débat technique du mandat impératif qui est nul? Moi, j'y comprends rien. J'y comprends rien. Il y a un monsieur qui a été ministre de la République, et pas n'importe lequel, qui s'est battu pour ce pays-là. Chacun se souvient de ce qu'il a fait pour récupérer Bakassi, que les Nigérians étaient en train de récupérer. Qui un jour est opposant. D'un coup, il est devenu le diable. Mais puisque j'en parle, on va dire, tiens, il défend son frère Bamileke, Maurice Kamto, que je suis kamtiste. Donc, je n'ai plus le droit d'en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde qu'on soit en train de débattre de la candidature d'un homme qui a déjà été candidat par ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on soit toujours dans des trucs loufoques? J'ai écouté distraitement les débats à la télévision avec des grands professeurs de droit et on s'est dit, si c'est ça les professeurs de droit, on ferait mieux de garder nos enfants à la maison. La vérité, elle est simple. Jules, sans être kamtiste ou anti-kamtiste ou ce qu'on veut, qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas en train d'aller aux élections avec un candidat de l'opposition qui a déjà été candidat et qui n'a pas été si mauvais que cela? Et puis, le président de la République, si on veut, et ça se joue sur le terrain. Moi, si je parle de ça aujourd'hui, c'est que moi, ma plus grande crainte, c'est les morts et les arrestations qu'il va y avoir. On pourrait en faire l'économie. On pourrait en faire l'économie. Et personne ne se soucie de ça. Or, je n'ai jamais vu dans ces morts dans la rue, les enfants des ministres ou les enfants des autres. C'est toujours ceux qui, à côté, sont ceux qu'on envoie comme chair à canon. La vérité aujourd'hui, c'est que pour moi, si on me demande mon avis, mais je suis rien, hein. Je le dis tout de suite à ceux qui vont commencer à s'agiter, je ne suis pas grand-chose, et je ne représente rien, et je n'ai même pas le droit de voter dans ce pays-là. Mais la vérité, c'est que laissons que tout le monde aille aux élections, que tout le monde aille aux élections, et puis on va avoir les résultats. Il y a déjà été, le pays n'a pas brûlé. Laissons-le aller aux élections, tout simplement, comme d'autres. Cabral Libi, je ne sais pas si mon ami Joshua Ozi, que toutes ces personnes aillent aux élections, et puis ça se joue là-bas. Arrêtons avec ce faux juridisme. Nous utilisons des textes qui ne sont même pas les nôtres, dont nous avons hérité, qui ne correspondent pas à une réalité de chez nous. Et ça, c'est notre débat de toujours. Bien sûr. Et nous en devenons les gardiens. C'est devenu un dogme où on ne se définit que par rapport à la connaissance qu'on a de ces documents, ces gros documents qui nous concernent finalement. Alors, Alain, tu as posé un problème qui, moi, m'interpelle à chaque fois, la crainte des morts. Dès qu'on parle d'élections en Afrique, dès qu'on parle de manifestations, ça rime avec mort. Et il y a eu également une autre polémique au Cameroun au lendemain du meeting
de Maurice Kamto à Paris, qui a pris l'exemple du Sénégal en relevant le fait que les Sénégalais s'étaient levés et qu'il y a eu 50 morts, mais ils avaient réussi au prix de ce sacrifice-là à pouvoir mettre au pouvoir les dirigeants qu'ils souhaitaient. Ce que j'ai envie de voir avec toi, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait de la mort un synonyme de l'élection? Pourquoi on fait de la manifestation un synonyme de l'élection? J'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps où je faisais l'inventaire des victimes des élections depuis 90. C'est juste ahurissant. 90, le vent de démocratie souffle sur le monde entier et arrive sur le continent. Tout le monde veut la démocratie. Et on commence le cycle électoral. Pas grand-chose n'a changé. Quand on regarde les statistiques, 77 ou 80, je ne sais plus, des dirigeants qui étaient aux affaires sont restés aux affaires. Ce qu'on a compté, c'est les victimes dans la rue. Ce qu'on a compté, c'est les gens qui sont allés en prison. À un moment donné, il faut savoir tirer les conclusions. Est-ce que c'est ça notre problème? Est-ce que la démocratie électorale, c'est ça le débat? Est-ce qu'on doit sacrifier autant de monde pour ça? On va me dire, oui, aucune grande révolution dans le monde ne s'est faite sans que le sang ne coule. Mais à un moment donné, est-ce que c'est ça la règle? Mais on n'est même pas dans le cadre des révolutions. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui utilisent l'armée pour maintenir leur pouvoir. Parce que, en réalité, et j'aime souvent prendre cet exemple, on se rappelle des casses en France. À l'époque de Sarkozy, il y avait, je pense, plus de 32 000 véhicules brûlés, mais on n'avait pas eu un mort. Récemment, avec la victoire du PSG, il y a eu des casses, 260 voitures. Il y a eu des morts, mais par accident. Il y a eu quelqu'un qui est décédé parce qu'un chauffeur l'a renversé par panique, étant autre chose, mais il n'y a pas eu de mort du fait des forces de sécurité. Alors, pourquoi est-ce que dans les pays africains, dès que l'opposition veut manifester, on dit que l'opposition amène les gens à l'abattoir, à la mort? Non, moi je ne pense pas que ce soit l'opposition la question. La question n'est pas l'opposition. Elle a le droit de manifester. Les manifestations, ça s'organise. Non, je veux dire, dans la réalité, ce n'est pas le cas, mais normalement, elle devrait pouvoir manifester en toute quiétude. Et je vois pas mal de pays où ça manifeste sans qu'il y ait des morts. D'accord? Le problème, c'est les armées et les ordres que l'on donne à l'armée. Le problème, c'est la formation de l'armée qui ne connaît que la violence dans ce genre de circonstances, notamment le commandement de l'armée. Est-ce qu'on n'a pas des armées qui ne sont pas suffisamment formées pour gérer les manifestations? Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, une armée doit pouvoir avoir des instructions telles qu'elle n'est pas juste létale, sa réaction. Et nous avons des armées chez nous. Jules, quand tu regardes toutes nos élections, il y a des morts. C'est beaucoup trop. Et ça m'obsède, moi. Voilà pourquoi je parle de ça. Et à la fin de la journée, les mêmes gagnent. Les mêmes l'emportent. L'armée est au service d'un bonhomme qui est aux affaires et qui parfois même outrepasse les choix de celui qui est au pouvoir. Donc du coup, je me dis, comment on va faire pour que ces gens-là aient discipliné cette armée pour qu'on puisse manifester en toute quiétude? Il ne te vient pas à l'esprit que j'empêche une manifestation. Mais ce que je regarde un peu, qu'est-ce que ça va donner à la fin de la journée? Et j'essaie d'être réaliste tout simplement. Alors, on va sortir du Cameroun en revenant quand même sur celui qui est considéré comme le problème principal du Cameroun ou la solution, selon l'angle dans lequel on se place. Il s'agit de Paul Biya. 92 ans, presque 93, donc 43 ans à la magistrature suprême. Et aujourd'hui, certains de ces militants, pas tous, parce qu'il y a pour une fois des voix vraiment dissonantes à l'intérieur du parti, l'appellent à se représenter pour un nouveau mandat de 7 ans. Qu'est-ce que cela t'inspire? Honnêtement, j'estime que ce monsieur a fait son temps et qu'on doit le laisser tranquillement s'en aller. Je crains le mandat de trop. On disait déjà ça pour le mandat de 2018. Hein? Oui, bon, mais sauf qu'il n'avait pas 92 ans. Hein, c'est un record extraordinaire. Quand tu vois les sorties, quand tu vois les lieux où il va, ça te fait plus de la peine qu'autre chose. Parce que ce monsieur a gagné le droit de se reposer. Maintenant, si les gens le convainquent d'y aller, laissons-le y aller. Laissons-le y aller et on va voir ce qui va se passer. Je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faut dire qu'il ne soit pas candidat.
Maintenant, est-ce que c'est raisonnable? Je pense à titre personnel que ce n'est pas très raisonnable. À titre perso. Mais qu'on empêche qu'il y aille, je ne suis pas pour qu'on empêche qu'il y aille. S'il décide d'y aller en toute connaissance de cause, en toute lucidité. Mais c'est toute la question, Alain, parce que comme tu le sais, certains estiment aujourd'hui que le président Biya est pris en otage par des réseaux autour de lui qu'il utilise un peu comme la figure totémique pour pouvoir... On le pense tous, mais affaires. maintenant, on le pense tous, mais on le pensait déjà il y a quelques années. Donc finalement, je m'interroge et je me dis, je veux pas me prononcer sur cet aspect des choses. L'aspect sur lequel je veux me prononcer tout simplement, c'est que j'espère qu'il le fait en toute lucidité. Et j'estime qu'à un moment donné, il faut savoir s'en aller. Tout simplement. Maintenant, il y a un autre débat, et je pense que toi et moi, je t'ai déjà fait cas de ça, c'est que il faut aussi que dans les oppositions, on donne une alternative de sortie aux gens. Quand vous dites, il faut qu'il s'en aille en disant, il va rendre gorge, pourquoi vous voulez qu'il s'en aille? C'est ça la question. C'est que, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une opposition plus courageuse pour aller lui dire, ne t'en fais pas, on va... Mais c'est ce que Maurice Kamto a fait à Paris. Dans son meeting à Paris, il a clairement dit, lui, président, il s'engage à protéger le président Biya et sa famille. Il lui arrivera rien. Il a dit qu'il est prêt. Je n'étais pas au courant, mais... Si. J'étais pas au courant, mais ça, c'est une attitude très belle. Ça fait réagir au Cameroun, notamment le ministre Grégoire Ona qui a réagi en disant que le président Biya n'avait pas besoin. Mais Maurice Kamto, lors de son meeting à Paris, a insisté là-dessus, en disant qu'il est prêt même à avoir certains de ses militants à dos. Mais pour lui, le président Biya et sa famille doivent être protégés et il prend l'engagement. Oui, non, je pense qu'il faut promettre ça aux dirigeants aux affaires. Parce que quand tu regardes dans la plupart de nos pays, la crainte de ces dirigeants, c'est l'après. Et ça se termine toujours au tribunal, ça se termine toujours avec la prison, etc. Avec l'exil. Avec l'exil aussi. Parfois pour certains, pour les plus voilà, chanceux. avec l'exil. Alors que quand vous êtes aux affaires, vous vous dites, si c'est pour aller en prison, mais je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. C'est humain. C'est humain. Personne n'a envie de dire, je fais ça pour aller en prison après. Donc vous vous accrochez au fauteuil. J'espère que ce n'est pas ce qui fait que le président Biya reste encore là. Mais ce ne sont que des suppositions. Moi, j'aime bien parler des choses sur lesquelles j'ai prise. Là, ce que je souhaite, moi, c'est que tout le monde puisse se présenter et que s'il veut se présenter, qu'il se présente et que les Camerounais puissent juger par eux-mêmes. Voilà. En espérant qu'on aura une élection transparente. Parce voilà, que ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Les élections transparentes au Cameroun, comme dans beaucoup de pays subsahariens, encore que ce n'est pas que les pays subsahariens, puisqu'on voit comment ça se passe aussi dans certaines grandes nations aujourd'hui. La bataille est la bataille du système, mais j'espère qu'on va en parler, la bataille du système qui est d'avoir on va dire des règles qu'on a héritées des autres et que nous ne maîtrisons pas toujours et où on est devenu plus royaliste que le roi, mais qu'il faut revoir le système. Pour moi, c'est un débat des systèmes. Jules, moi j'ai un problème avec ça. Dans tous nos pays, on accuse les chefs. À tort ou à raison, il y a des endroits où on a raison de les accuser parce qu'ils n'ont pas toujours donné les résultats. Il y a des endroits où ils ont essayé et n'y sont pas arrivés. Et on a une cible qui est facile, sur laquelle on tape toute la journée, et ça fait du bien. Le soir, quand on a pris des verres avec des copains et qu'on a tapé sur le président, on va se coucher en se disant « on a été dur ». Mais chaque fois qu'il se succède, c'est la même chose. J'ai vu des opposants arriver aux affaires avec toute la détermination, et quand ils repartent, on a les mêmes accusations. Et personne à un moment ne se dit « c'est peut-être le système, c'est peut-être les règles ». Et c'est un peu comme si nous, on était lobotomisés, on ne pense pas à toucher aux règles. Elles sont saintes, sacro-saintes. C'est le blanc qui nous les a laissées. Et on doit garder ça comme ça. Sauf que même chez le blanc aujourd'hui, dans ces nations-là, on est en train de dire est-ce que ces règles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont encore adaptées? Et je pense que notre débat doit se concentrer sur ces textes-là, ce système-là que nous règles du jeu, finalement. Les règles du jeu. Quand les règles ne sont pas bonnes, on doit pouvoir les faire évoluer. On doit pouvoir les modifier. Surtout que ces règles nous ont été imposées. On nous a laissé des textes. Jules, c'est tout bête. Voilà quelqu'un qui arrive chez vous, il viole votre femme, il tue vos enfants, il coupe les mains, il vous bat, il vous réduit à l'esclavage, il vous prend tous vos biens. Bref, il vous fait le pire que l'on puisse faire à un être humain. Et en partant, il vous dit, voici les règles avec lesquelles vous devez régir votre maison. Ce sont mes règles et vous devez les respecter. Et vous dites que vous êtes souverain. Il est parti depuis longtemps, mais c'est ces règles qui vous régissent dans votre maison.
Ces constitutions, elles sont mauvaises. Ayons le courage de dire, est-ce qu'elles sont adaptées à nous? Et adaptons-les à nos traditions, à notre culture, à nos us et coutumes, à notre réalité, à notre environnement. À partir de ce moment-là, c'est nos règles et nous allons vivre avec. Mais dès que tu touches à ces règles-là, tu es le diable, tu es le dictateur, le sanguinaire, etc. Bien sûr qu'il y en a parmi nous. Bien sûr qu'on ne change pas les règles du jeu en cours du match. Mais à un moment donné, quand ça ne marche pas, quand ça a pris tant d'années que ça ne marche pas, ayons le courage de dire c'est pas adapté et changeons-les, commençons à les changer. C'est pas Dieu qui a donné ces textes, c'est notre bourreau, c'est celui qui nous a malmenés, c'est celui qui nous a tués, c'est celui qui a violé nos femmes, c'est celui qui a pris nos biens qui nous a laissé ces textes. Et il a laissé ces textes pour continuer de régner, pour continuer de nous avoir sous sa coupe. Ayons le courage d'être suffisamment intellectuels, pas diplômés, pour dire ces règles, commençons de concert à les changer. Les autres les ont changées. Les Chinois aussi ont été colonisés, ils ont changé les textes. Les autres aussi ont fait leurs textes qui sont adaptés à eux. À leur réalité. Donc les gens me font ce reproche en disant, oui, tu ne parles pas assez, tu ne reproches pas assez ça aux autres. Parce que j'estime que c'est les textes qui sont mauvais, que c'est le système qui est mauvais. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant, je veux faire une belle carrière de dictateur. Non, je ne crois pas. Toutes ces personnes que tu rencontres qui sont aux affaires ont envie de bien faire, mais dans un cadre qui n'est pas bon, avec des moyens qui ne sont pas suffisants. Sans véritable contre-pouvoir. Sans véritable contre-pouvoir. Et il y a l'ivresse du pouvoir qui s'installe forcément. Voilà, donc pensons plus système que les hommes. Ils se sont succédés tous. Ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas tombés du ciel, ces gens-là. Ils sont nés d'une mère et d'un père comme toi et moi. Et ils ne partaient pas en disant, je vais être méchant. Pourquoi en arrive-t-on là? Interrogeons-nous et essayons de toucher à ces règles-là. Alors, on vient de voir tes performances sur le méta, c'est plutôt impressionnant. Surtout pour le type de contenu que tu produis. Parce que les véritables stars sur les réseaux sociaux, c'est pas les Alain Foucault. Mais on est surpris avec un contenu comme celui que tu fais, d'avoir autant de vues, d'avoir autant de personnes qui te suivent. Je suis moi-même un peu surpris, agréablement surpris, parce que ce n'était pas mon domaine de prédilection au départ. Je pense que j'ai des collaborateurs et mes enfants qui m'ont poussé un peu dedans. Oui, parce que tu es arrivé un peu tard. Je suis arrivé vraiment sur le tard, vraiment sur le tard. Et j'y ai été poussé par Sébastien Faye, Thomas Holland, Grégory Sankara, mon fils, qui, eux, m'ont dit, papa, tu ferais un carton là-dessus. Et puis, autre chose, c'est que c'est la preuve que les Africains ont besoin de contenu, qui n'ont pas juste envie de danser, qui n'ont pas juste envie de voir des histoires de couple, etc. Je pense que les Africains ont envie qu'on leur donne du contenu. Et c'est un peu là où on pêche, nous, Africains, c'est de fabriquer des contenus. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui fabriquent les contenus. Peut-être qu'on devrait être un peu plus nombreux à le faire parce qu'il y a une appétence des jeunes Africains pour la géostratégie mondiale, pour les questions d'histoire, pour les questions de culture, etc. Et qu'il faut qu'on leur en serve. J'en suis content, hein, je suis très content quand je regarde les chiffres. Alors, l'une des choses que j'ai remarqué quand on faisait ce travail, c'est qu'il y a une partie de l'Afrique qui a, j'ai envie de dire, pris une place prépondérante dans les contenus que tu as eu à faire ces dernières années. C'est l'AES. Premièrement, pourquoi? Je pense que l'AES symbolise un peu l'endroit où on est passé à l'action, en gros. C'est-à-dire que les Africains, globalement, rêvent de changement. Et les pays de l'AES sont ceux qui ont entamé véritablement ce changement. Il ne venait à l'esprit de personne que l'on puisse un jour chasser l'armée française d'un pays et qu'il ne se passe rien. Il ne venait à l'esprit de personne de penser qu'on pourrait leur dire « allez-vous-en, on va se mettre ensemble » et il ne se passe rien. Et l'AES l'a fait. Et forcément, ça suscite l'admiration de ceux-là. Et nous avons été les médias qui avons rendu compte fidèlement de ce qui se passait, sans parti pris. Sans parti pris. Juste en disant, voilà ce qui s'est passé, voilà comment c'est en train de se passer, et en donnant la parole à ceux de l'AES. Je pense, c'est la première explication. Mais je dois quand même noter, puisque ces résultats viennent encore de le démontrer, que ce n'est pas dans l'AES qu'on est le plus suivi. Quand tu regardes, la plus grande partie de l'audience est dans la diaspora.
Ensuite, tu as les pays comme la Côte d'Ivoire, tu as les pays comme le Cameroun, comme la RDC, où on a un nombre extraordinaire de personnes qui nous suivent. Donc ce n'est pas que l'AES. Mais le sujet AES passionne parce que on a un groupe de pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour se défendre. Jusqu'à maintenant, c'était chacun pour soi et Dieu te pousse. Aujourd'hui, ces pays ont dit non, on va affronter ces barbares qui nous attaquent, qui tuent nos femmes et enfants, qui violentent nos populations, en se mettant ensemble, en ayant le droit de poursuite, en ayant des armées qui se mettent ensemble. Ensuite, ce qui séduit aussi, c'est le fait qu'ils n'ont plus de maîtres, véritablement. Ils ont décidé de diversifier les maîtres. Ailleurs, jusqu'à maintenant, il y avait un seul maître qui dictait et qui disait « tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne montes pas, tu ne descends pas ». Aujourd'hui, les jeunes ont envie de ça. Et comme nos jeunes ont voyagé et voient le monde, ils se disent « voilà ce qu'on appelle un peu de la souveraineté ». Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va prospérer? L'essentiel est d'avoir entamé. Et l'AES est certainement la région où on a entamé ce changement qui est quand même assez fort. Alors, ça va faire déjà pas mal de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de bilan, on peut estimer que c'était mieux avant? Où ça? Dans l'AES? Dans l'AES. Je pense que c'est encore trop court pour que l'on puisse le dire. Et puis une révolution, c'est pas sur 3 ans. Un changement, c'est pas sur 3 ans, c'est pas sur 10 ans. Quand tu regardes Singapour, ça ne s'est pas fait en 3 ans. Quand tu regardes les grands pays où il y a eu les changements, ça ne s'est pas fait en 3 ans. Je pense qu'il faut laisser le temps et que ça va être difficile. Parce que c'est les pays enclavés, 2, c'est des pays qui n'avaient pas beaucoup de ressources et l'essentiel de leurs ressources ne leur appartenait pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir même peut-être du découragement chez un certain nombre d'entre eux, une frange de la population, parce que ça n'est pas facile, parce que la vie est de plus en plus chère, mais ils ont entamé quelque chose qui fait que jamais ça ne sera plus comme avant. Ça, au moins, c'est une certitude. Que les gens reviennent, que ce soit les grandes puissances qui reviennent, elles sauront désormais qu'il y a une opinion publique qui n'est pas d'accord, qu'on les regarde plus de la même façon, que la peur n'existe plus, que la condescendance que certains ont affichée n'est plus à l'ordre du jour. Et c'est déjà un changement important. Il y a eu un changement dans le mindset de la jeunesse, et je pense que c'est le plus important. Alors, il y a une question qui revient, c'est la question justement du temps. On a 2 écoles aujourd'hui qui se posent. Une école qui estime que la transition doit se faire rapidement, vite fait, et comme ils aiment bien le dire, remettre le pouvoir au civil ou procéder au retour à l'ordre constitutionnel. Il y a une deuxième école qui estime, et je pense que peut-être c'est celle dont tu fais partie, qu'il faut du temps pour faire une véritable refondation. Alors, quelle est ta religion sur la question? Je sais que je me fais taper dessus par ceux qui ont envie de revenir aux affaires dès que je dis une phrase là-dessus. Mais ces civils étaient là avant. C'est eux qu'on a chassés. Et on les a chassés parce que c'était mauvais. Ils ont été mauvais. Globalement, mauvais. Et c'est pas après 3 ans, loin du pouvoir, qu'ils se sont améliorés. J'y crois pas. C'est les mêmes qui veulent venir se rasseoir pour faire ce qu'ils ont fait pendant 60 ans, c'est-à-dire rien. Donc je ne suis pas là à encourager à tout prix des élections, etc., retour à l'ordre constitutionnel. Quelle constitution? Celle dont on parlait tout à l'heure, qui nous a été léguée